y a 142 élus en Île-de-France qui sont mis en examen. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Mais les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi? Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Voilà. Et... Marine Le Pen, c'est une honte! Une honte! Elle peut pas être présidente, c'est une honte! C'est une honte, voleuse! 3 millions d'argent public! Voleuse! Voleuse! Nous on veut de l'argent pour nos hôpitaux, pour nos écoles! Qu'est-ce qu'il a fait en 2019 alors? Pas de délinquants au gouvernement! 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 Il y a des verdicts judiciaires qui dépassent le seul cadre d'un tribunal. Des verdicts qui deviennent un révélateur politique, un test normal, une mise à nu. La condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens n'est pas un simple épisode judiciaire de plus dans la vie politique française. Elle est un moment de vérité, un moment où tombent les masques, où les postures se fissurent, où les grands sermons sur la probité se fracassent contre les faits. Pendant des années, Marine Le Pen a construit son image sur une promesse, celle d'une droite prétendument propre, d'un parti qui se voulait plus honnête que les autres, plus patriote que les autres, plus vertueux que les autres. Pendant des années, elle a dénoncé les élites corrompues, les affairistes, les profiteurs du système, en se présentant comme l'alternative morale à une classe politique usée. Elle a souvent réclamé l'inéligibilité exemplaire pour les responsables politiques condamnés pour détournement de fonds publics. Elle voulait la fermeté absolue pour les autres. La voilà aujourd'hui rattrapée par les mêmes faits, reconnue coupable par la justice française dans une affaire de détournement de fonds publics au profit de son parti. Le symbole est dévastateur. Car enfin, de quoi parle-t-on? D'un système dans lequel de l'argent public destiné au fonctionnement démocratique des institutions européennes a été utilisé au bénéfice d'un appareil partisan. La justice a confirmé en appel sa culpabilité et celle de son camp dans cette affaire, tout en aménageant la peine de manière à ne pas l'écarter de la présidentielle de 2027. Autrement dit, le débat n'est plus de savoir si les faits ont existé ou non. La culpabilité a été retenue. C'est là le cœur du sujet. Ce qui frappe, au-delà même du verdict, c'est l'insupportable contradiction entre les actes et les discours. Comment continuer à se présenter comme l'incarnation de l'ordre, de la rigueur et de la morale publique quand on a été condamné pour avoir participé à un système de détournement de fonds? Comment réclamer pendant des années l'exemplarité pour les autres, puis invoquant l'acharnement, la victimisation ou le complot lorsque la justice vous rattrape à votre tour? Comment faire de la lutte contre les assistés, les fraudeurs, ceux qui profitent du système, un fonds de commerce politique et se retrouver soi-même condamné pour avoir tiré profit de l'argent public au service de son propre parti? C'est là que le lépénisme révèle sa double face. D'un côté, un discours d'autorité, de morale, de sanction, de sévérité. De l'autre, dès que la machine judiciaire vise ses propres responsables, un soudain relativisme, une dénonciation du système, une tentative de transformer une condamnation en martyr politique. L'extrême droite française aime la justice quand elle frappe les autres. Elle la suspecte quand elle la concerne elle-même.
Elle réclame des peines exemplaires pour ses adversaires. Elle demande de l'indulgence pour les siens. Elle parle de république irréprochable, mais s'accommode fort bien des passe-droits dès lors qu'ils servent sa conquête du pouvoir. Marine Le Pen veut aujourd'hui convaincre les Français qu'elle serait la présidente idéale d'un pays qu'elle prétend rassembler. Mais que propose-t-elle au fond, sinon une France crispée, méfiante, rétrécie sur elle-même? Son projet politique repose depuis des années sur la désignation de boucs émissaires. L'immigré, l'étranger, le musulman, le binational, l'Europe, l'autre en général. Elle n'apaise pas les fractures françaises, elle les exploite. Elle ne guérit pas les peurs, elle les attise. Elle ne construit pas une communauté nationale solide. Elle oppose les Français entre eux selon l'origine, le nom, la religion, la couleur de peau ou la supposée compatibilité avec une identité nationale figée. Or, une grande nation ne se relève jamais durablement sur le ressentiment. On ne bâtit pas l'avenir d'un peuple sur la stigmatisation de l'autre. On ne redresse pas un pays en dressant une partie de la population contre une autre. On ne renforce pas la République en inoculant dans le débat politique le poison du soupçon ethnique, du repli identitaire et de la hiérarchie implicite entre les citoyens. L'histoire européenne et l'histoire française elle-même devraient pourtant avoir appris une leçon simple. Quand le nationalisme devient exclusion, quand la fierté nationale devient obsession identitaire, quand la souveraineté devient hostilité au monde, ce sont toujours les libertés, la paix civile et la dignité humaine qui finissent par reculer. Il faut le dire clairement, le choix chauviniste n'est jamais le bon choix. Le repli identitaire n'est jamais une solution. La ségrégation raciale, qu'elle soit assumée ou maquillée sous des mots plus polis, n'a jamais produit autre chose que de la haine, de l'injustice et de la régression. La France n'a rien à gagner à l'isolement moral, diplomatique et culturel. Elle est forte quand elle reste fidèle à ce qu'elle a de plus grand, l'universalité de ses principes, la pluralité de son peuple, la richesse de ses métissages, la force de son idéal républicain. La France réelle n'est pas une forteresse ethnique, elle est méditerranéenne, européenne, africaine par ses liens, mondiale par son histoire, diverse par ses visages, multiple par ses accents, traversée de mémoires parfois douloureuses mais irréversiblement liées. Elle ne peut pas regarder l'Algérie, le Maghreb, l'Afrique, le Proche-Orient ou l'Europe avec les lunettes usées de la nostalgie coloniale ou de la supériorité civilisationnelle. Elle a besoin, au contraire, de lucidité, de respect, de coopération et de vérité historique. Le destin français n'est pas dans la résurrection des vieux réflexes coloniaux. Il est dans la capacité à faire vivre une république adulte, capable d'assumer son passé sans s'y enfermer, capable de dialoguer avec ses voisins au lieu de les mépriser. Aux électeurs français, il faut donc lancer un signal clair. Le vote n'est pas seulement un réflexe de colère, il est un acte de responsabilité. Voter, ce n'est pas seulement sanctionner un pouvoir en place, c'est choisir une vision du pays. C'est décider si l'on veut une France qui rassemble ou une France qui trie, une France qui protège sans exclure ou une France qui désigne des suspects permanents, une France qui affronte les crises du siècle, sociales, climatiques, géopolitiques, démocratiques, avec intelligence collective, ou une France qui se réfugie dans le fantasme du mur, du bouc émissaire et du nous contre eux. Il existe au fond une consigne de vote universelle qui devrait valoir partout, bien au-delà de la France. Ne jamais confier l'avenir d'un peuple à ceux qui prospèrent sur la peur de l'autre. Ne jamais remettre les clés d'une nation à ceux qui divisent pour régner. Ne jamais croire que la haine peut servir de programme, que la stigmatisation peut servir de projet de société, ou que l'humiliation d'une partie de la population
peut produire la paix civile. Les peuples n'ont plus le choix. Ils sont condamnés non pas à se haïr, mais à cohabiter, non pas à s'exclure, mais à s'accepter, non pas à se dresser les uns contre les autres, mais à s'entraider, partager et vivre ensemble. C'est cela la véritable exigence politique du XXIe siècle. Apprendre à faire société malgré les différences, et même grâce à elles. Tout le reste n'est que diversion. Tout le reste n'est qu'exploitation de la peur. Marine Le Pen peut bien se déclarer candidate. Elle peut tenter de transformer sa condamnation en épisode de persécution. Elle peut poursuivre sa campagne en invoquant le peuple contre les juges. Elle peut poursuivre sa campagne en invoquant le peuple contre les juges, l'innocence contre les preuves, l'honneur contre les faits. Mais il reste cette réalité têtue. On ne peut pas se présenter comme modèle d'exemplarité quand la justice vous condamne pour avoir manqué à la probité que vous exigiez des autres. On ne peut pas prétendre sauver la République en piétinant ses principes. On ne peut pas prétendre défendre la France en la réduisant à la peur, à l'exclusion et à la rancœur. Le verdict judiciaire est tombé. Reste maintenant le verdict politique. Et celui-là appartient aux électeurs. À eux de dire si la France doit se rétrécir dans le ressentiment ou s'élever dans la fidélité à ses valeurs les plus hautes. À bientôt, salam.